François, je suis ravie de partager ce podcast aujourd'hui avec toi. Donc je commence par me présenter. Je suis le docteur Laurane Alciato. Je travaille à la Pitié-Salpêtrière dans un service spécialisé en otologie de l'adulte. Bonjour Laurane, ravi aussi d'échanger avec toi aujourd'hui. Donc, je me présente aussi, professeur François Simon. Donc, je suis ORL spécialisé en otologie pédiatrique à Necker Enfants Malades. On va parler aujourd'hui de la réhabilitation auditive dans le cadre de l'otite chronique. Donc, on va pouvoir justement évoquer les particularités de l'adulte avec ton expérience et donc je vais parler des particularités de l'enfant. On va parler, je pense, en premier de l'otite chronique et donc de la réhabilitation dans la phase initiale, mais on va ensuite également parler de l'importance du suivi et de la réhabilitation auditive qu'on peut faire plusieurs années après la prise en charge initiale. Mais tout d'abord, je pense qu'il faut clarifier de quoi est-ce qu'on parle quand on dit otite chronique. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Parce que otite chronique, c'est un terme assez vague qui regroupe plusieurs entités différentes. La première qu'on connaît bien, c'est le cholestéatome. Quand on parle de l'otite chronique, on parle du cholestéatome acquis, qui est en général primaire. Et parmi ce cholestéatome acquis primaire, il y a le cholestéatome initial qui se développe sur une rétraction du tympan. Et puis après, tous les problèmes de la récidive du cholestéatome qui peut inclure soit la maladie qu'on appelle récurrente, donc la vraie récidive de la maladie, ou la maladie résiduelle qui va être une part de la maladie qui est laissée en place après un premier temps chirurgical. Ensuite, il y a aussi ce qu'on appelle les cholestéatomes acquis secondaires, qui sont en fait là plutôt des choses iatrogènes ou post-traumatiques, qui vont être dues à soit un traumatisme sur le tympan, soit en post-opératoire, alors qu'il n'existait pas de cholestéatome préalablement. Tu parleras peut-être un petit peu des cholestéatomes congénitaux qui sont quelque chose de vraiment à part. Outre le cholestéatome, il y a aussi les différentes formes de l'otite chronique, avec notamment les séquelles qu'on peut observer aussi à l'âge adulte, la perforation du tympan et les rétractions tympaniques qui peuvent induire des problèmes dans la caisse sans qu'il y ait vraiment de cholestéatome à proprement parler, et qui peuvent aussi provoquer des lysociculaires juste par la part inflammatoire de la peau qui se rétracte sur la chaîne. Donc, chez l'enfant, c'est similaire dans le sens où la perforation, c'est vraiment également une présentation d'otite chronique. Ça, je pense que c'est un message important, notamment pour le suivi, où on peut avoir des problèmes de réhabilitation auditive, même après une fermeture de perforation, soit parce que la maladie évolue et puis il y a des nouvelles présentations. Donc c'est pas que effectivement le cholestéatome classique qui va détruire toute l'oreille moyenne, hein, c'est sûr. Et donc chez l'adulte, tu as des présentations un peu typiques du cholestéatome ou c'est... Alors nous, déjà, si on parle de localisation, la localisation du cholestéatome, je sais que chez l'adulte et l'enfant n'est pas la même, et on a volontiers des cholestéatomes atychaux, donc dans la partie supérieure du tympan, alors que chez l'enfant, on a plus de cas mésotympaniques et notamment sous-ligamentaires postérieurs. Ça arrive d'en voir aussi chez l'adulte, mais fréquemment quand la caisse est envahie, que le mésotympan est envahi, c'est plutôt un cholestéatome atycal qui va s'étendre vers le mésotympan. Et là, toute la problématique est autour de la chaîne ossiculaire et notamment de la présence ou non de l'étrier, du fait de la réhabilitation auditive qu'on va pouvoir proposer en opératoire, qui va varier en fonction de l'état de la chaîne ossiculaire. Parce que s'il n'y a pas d'étrier, du coup, tu t'attends à des résultats un petit peu plus aléatoires ou pourquoi est-ce que c'est plus... On sait que l'ossiculoplastie peut être plus difficile, mais aussi la dissection lors du temps chirurgical sur la région des fenêtres peut être à risque sur l'audition. Un étrier en place veut dire que la maladie a peut-être moins envahi la région des fenêtres et aussi qu'on va pouvoir mettre une prothèse ossiculaire partielle qui a quand même un résultat moins aléatoire que la prothèse ossiculaire totale. Ouais, c'est vrai que nous, chez l'enfant, alors évidemment, les enfants ont tendance à beaucoup bouger,
même si on les met au repos et on leur dit pas de sport dans les premiers jours, c'est vrai qu'on a, c'est assez proche, hein. Dès qu'on n'a pas d'étrier en place et qu'on est obligé de réhabiliter par une prothèse totale, on sait que ce soit d'ailleurs dans notre équipe ou dans les publications d'équipes internationales, il y a un taux de satisfaction, enfin chirurgicale sur l'audition qui est de l'ordre de 50%. Donc qui est quand même assez décevant quand enfin c'est un problème qui est quand même très connu sur le plan technologique. On voit que ça évolue pas beaucoup quand même, les prothèses totales, elles ressemblent quand même beaucoup aux prothèses d'il y a 30 ans, donc il y a des petites évolutions technologiques mais très marginales. Donc c'est vrai que dès que l'étrier est absent, je pense qu'enfin en tout cas nous c'est clairement un message qu'on va dire aux patients qu'on va pas s'attendre dans tous les cas à un résultat parfait, quoi. On peut avoir évidemment des fermetures de rhines qui vont être excellentes, hein, ça arrive, hein, heureusement, mais dans beaucoup de cas on va avoir sur le long terme des résultats soit partiels ou soit franchement décevants à cause d'une mobilité de la prothèse, quoi. Alors c'est vrai qu'avec la prothèse partielle, comme toi, on va avoir une bien meilleure stabilité, donc avec un résultat qui va être plus fiable dans le temps. Et je pense dans le discours au patient, du coup, une capacité aussi à rassurer le patient sur la réhabilitation auditive après de bonne qualité, quoi. Alors que dès que c'est total, c'est sûr qu'il faut, je pense, bien faire comprendre aux patients que ça va être un petit peu aléatoire, qu'on va optimiser, mais que lors du suivi, beaucoup de choses peuvent se passer, hein. Donc, Je pense ça, c'est une sûr. autre chose très importante sur laquelle moi j'insiste en opératoire, c'est d'évaluer la mobilité aussi de l'étrier Ouais. ou de la platine si l'étrier est absent. Parce qu'il y a des phénomènes qu'on appelle la tympanosclérose qui vont venir fixer en fait l'osselet ou la platine. Et ça, on sait que le résultat auditif sera attendu moins bon que si l'étrier était mobile. Et quand je regarde mes résultats post-opératoires à 3 mois ou 1 an ou même après, si je vois que j'avais noté dans mon compte-rendu que l'osselet ou la platine n'était pas mobile, alors c'était un résultat attendu de ne pas avoir de fermeture de rhine. Et ça, je peux en informer le patient. Si par contre, effectivement, j'avais noté que l'étrier était mobile ou la platine était mobile et que j'ai pas le résultat auditif attendu, là peut-être proposer un scanner pour vérifier qu'il n'y a pas eu de mobilisation de la prothèse, qui arrive aussi chez l'adulte, hein, ou que la prothèse était mal placée, trop courte, ça arrive aussi, une mauvaise évaluation pendant la chirurgie. Et donc, en plus, je dirais juste de la présence ou l'absence de l'étrier, la mobilité. Ouais, platinaire. Et ça, tu arrives à le voir sur le scanner préopératoire ou c'est vraiment pendant la chirurgie que... C'est vraiment pendant la chirurgie. Et je trouve que même l'évaluation de la présence de l'étrier sur un scanner préopératoire où souvent l'oreille moyenne va être comblée est quand même difficile et on a souvent la surprise pendant la chirurgie de pouvoir évaluer l'état de la chaîne ossiculaire finalement, surtout sur l'étrier. Ouais, donc effectivement, donc en fait, ce qui est important de tout ça, je pense que c'est l'information du patient en préopératoire. Et donc, on a quand même encore, malgré les évolutions des scanners, pas mal de décisions et même d'informations de pronostics sur l'audition qu'on va avoir uniquement pendant la chirurgie. Tout à fait. Donc je pense clairement il faut être très précautionneux lors de la discussion avec le patient sur les objectifs de la chirurgie, sur l'audition et que, comme on dit toujours, hein, dans le cholestéatome, l'enjeu c'est déjà de guérir de la maladie. La réhabilitation auditive, ça vient quand même en deuxième ligne, mais en plus on a beaucoup d'aléas et on a peu de certitude avant d'être au bloc opératoire, de pouvoir toucher les osselets, vérifier si l'espèce de petit étrier qui était visible au scanner, en fait, les branches sont lisées, puis l'étrier n'est pas du tout utilisable. Donc on reste encore voilà, très dépendant de l'exploration chirurgicale pour avoir une idée précise du pronostic auditif. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que c'est important d'insister pour tous les patients qu'on opère d'une otite chronique. L'objectif de la chirurgie n'est pas de rétablir l'audition, mais d'éradiquer la maladie et d'apporter un milieu favorable par la suite au port éventuel d'une prothèse si cela était nécessaire. Voilà, donc ça c'est vraiment un message clé en consultation qu'on donne aux patients avant la chirurgie. On n'opère pas pour l'audition, on opère pour réparer l'oreille et enfin pas réparer mais
assainir l'oreille, réparer la chaîne si on peut, mais c'est pas dit que ça améliore l'audition et c'est pas l'objectif de la chirurgie. Ouais. Bah, justement, chez l'enfant, c'est peut-être encore plus vrai parce que on va en reparler après chez l'adulte, mais donc c'est vrai qu'on a des atteintes du cholestéatome notamment qui sont encore plus localisées dans le mésotympanum, comme tu disais, parce qu'on a à peu près dans les cholestéatomes acquis, on a à peu près 2/3 des cholestéatomes qui sont sous ligamentaire postérieur, donc qui vont tout de suite, dès les premières étapes de la poche et puis après du cholestéatome, toucher l'enclume. Donc déjà l'enclume, je crois que dans notre dernière série, il y a à peu près 80% des cholestéatomes qui ont une enclume qui n'est pas, qu'on ne peut pas conserver ou qui est détruite, et également donc très souvent l'étrier. On a aussi un quart de nos cholestéatomes au total qui sont des cholestéatomes congénitaux et donc qui sont souvent à point de départ antérieur mais qui vont très vite attaquer les osselets, ou d'emblée à point de départ postérieur, donc qui sont tout de suite au contact de l'étrier, qui peuvent liser l'étrier. Donc c'est vrai que chez l'enfant on est très souvent dans une situation où même pour des maladies qui sont au début de leur évolution, on va avoir une destruction ossiculaire importante. Et c'est vrai que pour ces raisons-là, donc ça c'est le cas depuis très longtemps, mais on conserve encore une approche en 2 temps chirurgicaux, parce que c'est des pathologies, on sait, qui sont plus agressives à cause de l'inflammation et sans doute liées à l'âge. Donc on a un taux de résiduel qui est quand même non négligeable, notamment dans la caisse, et donc on a gardé ces stratégies en 2 temps pour avoir 1 an après le premier temps chirurgical, un contrôle péropératoire. Et donc très souvent, on fait la réhabilitation auditive qu'au 2e temps. Parce qu'on se dit, si jamais on a prévu un 2e temps chirurgical pour la maladie elle-même, pour être sûr qu'il n'y a pas de résiduel de cholestéatome, que la reconstruction du tympan est satisfaisante pour éviter les récidives. Autant profiter de ce 2e temps chirurgical pour réhabiliter, parce que c'est vrai qu'on est en situation plus favorable, il y a beaucoup moins de sang parce que c'est moins inflammatoire, le cartilage de reconstruction du tympan est déjà en place, est déjà intégré dans le tympan depuis le premier temps opératoire, donc c'est plus facile de mettre une prothèse totale par exemple sur un tympan qui est déjà consolidé que sur quelque chose qui est sur le premier temps on est en train de mettre en place le cartilage. Donc généralement dans ces cas-là, le patient va passer 1 an sans réhabilitation prothétique, et donc quasiment tous les cas, le patient va moins bien entendre après le premier temps chirurgical, parce que même si le cholestéatome a détruit les osselets, il y a quand même un peu de transmission via le cholestéatome lui-même, et donc souvent on se retrouve avec une surdité plus importante, donc une surdité de transmission plus importante après le premier temps. Et donc si on l'a pas clairement identifié, discuté et expliqué, on se retrouve dans une situation compliquée avec les parents qui comprennent pas que malgré une chirurgie pour laquelle on est content, l'enfant entende moins bien. Donc ça c'est évident qu'il faut bien évoquer ce sujet et vérifier que les parents aient bien compris l'enjeu de l'intervention. Et après on va faire la reconstruction du coup au 2e temps, où là on peut espérer une réhabilitation satisfaisante, et avec les diverses prothèses en fonction de la présence ou l'absence de l'étrier. Une particularité chez l'enfant, on fait assez souvent, lorsque l'étrier est présent, une réhabilitation avec du cartilage. Donc on appelle ça un double plateau, parce qu'on a un tout petit plateau de cartilage qui va être posé sur le bouton de l'étrier et qui lui-même va être en contact avec le cartilage de reconstruction tympanique. Donc ça fait deux plateaux de cartilage qui permet une bonne transmission. C'est vrai que c'est une solution qu'on aime souvent chez l'enfant, parce que d'une part, la hauteur de caisse va être un petit peu moins importante que chez l'adulte, et on va avoir le plus souvent une poursuite de l'activité de rétraction tympanique. Même si ça engendre pas une vraie poche de rétraction et une situation dangereuse chirurgicalement, le cartilage tympanique va avoir tendance quand même à être aspiré un petit peu et va venir au contact en fait de l'étrier, donc c'est une situation qui est assez favorable à ça. Donc ça c'est une solution qu'on peut utiliser. On utilise également des prothèses partielles.
Et clairement, la prothèse partielle va nous permettre d'avoir un excellent résultat auditif parce que on va avoir un plateau qui va pouvoir transmettre de façon vraiment focale la vibration vraiment sur le bouton de l'étrier, alors que le risque parfois avec un plateau, c'est que le plateau soit un petit peu trop large et puisse toucher les bords de la structure ou toucher le promontoire, et donc on peut avoir une déperdition un petit peu de la transmission. Donc ça, c'est le risque du plateau. Il faut bien faire attention que le plateau soit suffisamment petit pour éviter cette situation-là. Et après, évidemment, on va avoir la prothèse totale qui va être la seule alternative, généralement, si on a une destruction de l'étrier. Hein, donc ça, c'est important. Mais c'est vrai qu'on garde quand même assez souvent cette stratégie en 2 temps, au moins pour tous ces cas de figure de cholestéatome congénital agressif. On ne fait pas tous les cholestéatomes congénitaux en 2 temps. Hein. Bien sûr, si c'est une petite lésion, on va la gérer en un seul temps. Et les cholestéatomes acquis qui vont d'emblée envers la caisse, où on se dit que si on a un résiduel mésotympanique, ça va être plus facile à gérer sur un deuxième temps systématique. Juste pour clore cette question, c'est vrai que cette stratégie tend à évoluer actuellement, avec notamment l'apport du comblement, hein, que je sais que vous pratiquez beaucoup chez l'adulte, mais pour l'instant on les réserve surtout à des cholestéatomes qu'on appelle un peu de l'adulte, hein, le dernier quart de patients où on a des cholestéatomes acquis qui vont envahir la tique. Donc là, ça ressemble un petit peu à ce que tu as souvent chez l'adulte. Et ça, effectivement, on tend à faire des prises en charge un peu comme vous, en un temps avec du comblement. Et donc, dans ce cas, évidemment, on va réhabiliter l'audition au premier temps également. Et parfois, lors de reprises, notamment s'il y a une récidive, donc une nouvelle rétraction, où là, on va être beaucoup plus agressif en termes d'oblitération de la mastoïde. Et par contre, et donc juste pour clore sur la prise en charge pédiatrique, ça fait quand même bien avant le comblement déjà qu'on a cette attitude, mais on fait quasiment pas de technique ouverte. Même dans les cas de reprise, malheureusement, ça peut arriver de reprises multiples, 3e chirurgie, ou ça peut arriver 4e chirurgie, on va essayer le plus possible d'être conservateur, et donc on n'a pas ces situations en termes de réhabilitation auditive, de grosses cavités ou de desquamation importante dans une cavité qui est difficile à stabiliser. Donc je ne sais pas si toi chez l'adulte justement, je sais que vous comblez beaucoup, mais est-ce que vous avez une attitude similaire avec les techniques ouvertes, ou est-ce que c'est quelque chose que vous pratiquez plus du tout? Qu'est-ce que vous faites? Alors justement, grâce à l'arrivée du comblement qui aujourd'hui c'est quand même bien généralisé et qu'on pratique systématiquement à partir du moment où on a besoin de faire une mastoïdectomie, le comblement permet de ne plus avoir cette dichotomie entre technique ouverte ou technique fermée, puisque in fine de la chirurgie, on arrive à une cavité qui va être reconstruite et un mur du conduit qui va être reconstruit même sur une technique ouverte. Donc, la technique ouverte reste une possibilité en cas de mastoïde très petite, avec un tegmen très déhiscent, un sinus sigmoïde très procident. Mais finalement, elle est rarement faite. Et ça va vraiment surtout dépendre de l'habitude du chirurgien. En tout cas, pour nous, nos pratiques à la Pieve-Salpêtrière, on n'a plus cette dichotomie technique ouverte, technique fermée, parce que le comblement fait que le résultat final sera le même. Ça sera toujours identique, ouais. Sera identique. Et donc, si on considère qu'on a besoin de faire une technique ouverte, ce qui est relativement rare, parce que on est aussi une équipe chirurgicale expérimentée, et ça c'est important à préciser. La technique ouverte, si on pense qu'on en a besoin parce qu'on ne contrôle pas la maladie, il ne faut pas hésiter à abaisser une partie du mur de conduit. Sans faire une cavité d'évitement, ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de contrôler la maladie, donc d'adapter notre fraisage au contrôle du cholestéatome. Il n'y a pas besoin d'abaisser tout le mur de conduit, au contraire, ça va compliquer la reconstruction derrière. Donc vraiment sur la technique ouverte aujourd'hui, on la diabolise pas, on la pratique très peu parce que finalement on a peu d'indications.
Mais si elle est nécessaire, on n'a pas peur, entre guillemets, de la faire parce qu'au final, on va combler derrière. Donc si les conditions anatomiques sont défavorables, il faut la faire. Mais aujourd'hui, pour un chirurgien expérimenté, ces conditions anatomiques sont moins un frein que pour un jeune chirurgien qui va peut-être avoir besoin, pour le coup, d'abaisser la partie postéro-supérieure du conduit, alors qu'un chirurgien plus avancé n'aura pas ce besoin-là et pourra passer en technique fermée. C'est vrai que même si vous faites une technique ouverte, le patient, au final, lors du suivi, il n'a pas de cavité. Donc, ça ne change rien pour lui. Ça ne change rien pour le patient et ça ne change rien sur notre stratégie. Tout à fait. C'est le même conduit, au final. C'est le même conduit, au final. Donc ça, c'est un premier point important parce qu'on a changé un peu l'organigramme de notre prise en charge grâce au comblement. Et aujourd'hui, on divise nos chirurgies en 2 types. Il y a le cholestéatome épitympanique ou mésotympanique, parce qu'on en a aussi, limité à la caisse ou à l'épitympan, et ça veut dire qu'il ne s'étend pas à la mastoïde. Donc ces cholestéatomes-là, on va être capable de les traiter par une chirurgie transcanalaire pure. Par transcanalaire, j'entends un fraisage transcanalaire. On fait évidemment des voies postérieures, mais avec un fraisage transcanalaire qui nous permet de contrôler à la fois l'épitympan, mais aussi de contrôler le mésotympan ou le rétrotympan, car on peut fraiser le cadre en arrière pour accéder au récessus facial et au sinus tympani si nécessaire. Donc pour les cholestéatomes épitympaniques et mésotympaniques limités sans envahissement de la mastoïde, tout peut se faire chez l'adulte, par la voie transcanalaire, sans qu'on ait besoin d'aller combler, puisqu'on n'aura pas fait une mastoïdectomie. Si on voit qu'on ne contrôle pas le cholestéatome et qu'on a besoin, pour contrôler sa limite postérieure dans la tique, de passer par atticotomie, dans ce cas-là, on va réaliser la mastoïdectomie en technique ouverte ou en technique formée en fonction des conditions anatomiques, comme on l'a dit tout à l'heure. Et, in fine, on va faire le comblement et avoir cette cavité, de tous les cas, reconstruite et ce conduit reconstruit. Donc, finalement, on n'a plus que, entre guillemets, 2 techniques de chirurgie, soit une chirurgie qu'on dit transcanalaire pure, où on n'a pas besoin de pratiquer de comblement, soit une chirurgie transcanalaire non suffisante avec besoin de faire une mastoïdectomie supplémentaire, et dans quel cas on pratique le comblement. Mais sinon, la technique chirurgicale reste la même. Et à l'inverse de ce que vous faites en pédiatrie, on fait toute notre chirurgie en un temps. Parce que peut-être qu'on a moins de difficultés à la faire en un temps sur les contrôles péropératoires de la maladie. On est plus agressif dans le fraisage, je pense. On va plus loin, on fraise le rétrotympan. Je suis pas sûre que ce soit une attitude que vous ayez beaucoup en pédiatrie. Peut-être qu'on arrive à avoir un meilleur contrôle du saignement péropératoire avec les techniques anesthésiques qu'on a et qu'on peut se permettre de faire chez l'adulte, que peut-être on ne peut pas se permettre de faire chez l'enfant. On a l'habitude aussi d'infiltrer au sérum adrénaliné pour limiter les saignements pendant la chirurgie. Je ne sais pas si c'est ce que vous utilisez chez l'enfant. Voilà, pour toutes ces raisons, on sait qu'on a un bon contrôle de la maladie en péropératoire et on se permet de faire la technique en un temps. Et donc de faire le comblement dès le premier temps et surtout de faire aussi l'oculocycloplastie dans ce même temps. On utilise comme vous les prothèses partielles ou totales en fonction de la présence ou non de l'étrier. Et par contre, on ne fait pas de double plateau, on n'a pas cette habitude-là, on essaye de rester le plus anatomique possible et on trouve que l'anatomie est la mieux respectée quand on fait une prothèse partielle avec un cartilage très affiné. Pareil pour la prothèse totale avec un cartilage très affiné. Vous avez des rétractions parfois lors du suivi du cartilage ou est-ce qu'il reste généralement dans le plan dans lequel vous l'avez laissé à la fin du bloc? Pour le cartilage du tympan, de reconstruction du tympan, non, c'est assez rare qu'on ait de rétraction. Parfois, on peut avoir une bascule plutôt antérieure du cartilage. Ça, c'est un peu embêtant, mais plus le cartilage est fin, finalement, plus il va être collé à notre reconstruction aponeurotique du tympan, et moins on a ce problème de rétraction. Donc, je pense qu'il y a une idée, en tout cas chez l'adulte, que mettre un gros cartilage ne va pas empêcher une rétraction secondaire,
Et plus on a un cartilage fin, au contraire, plus on va avoir une oreille moyenne qui récupère une anatomie proche de la normale et sans rétraction secondaire. Aussi, je dirais que l'apport du comblement pour ça est important parce que quand on comble la mastoïde sur les techniques fermées, on peut se poser la question de pourquoi combler ces techniques fermées. On limite la mauvaise aération dans cette mastoïde qu'on a fraisée, vu qu'on la comble, et on a remarqué qu'on a moins de problèmes d'aération de l'oreille moyenne par la suite. Et aussi, on fait en sorte que notre cartilage tympanique ne vienne pas boucher la trompe de stage, ça c'est un point important, qu'elle soit bien libre pour favoriser l'aération de la caisse. Voilà. Par contre, ce qu'on peut avoir, c'est des rétractions aticales, et c'est pour ça qu'on a maintenant un recours systématique au comblement épitympanique quand on fait une mastoïdectomie. Mais aussi, si on fait une voie transcanalaire très large, il vaut mieux, si on pense que notre cartilage atical ne sera pas stable, faire la mastoïdectomie plutôt. Même si on a contrôlé tout le cholestéatome, plutôt qu'essayer de reconstruire l'atique avec le cartilage et risquer d'avoir une rétraction secondaire. Il vaut mieux prendre ce temps de faire une mastoïdectomie pour simplement combler et stabiliser l'atique en post-opératoire. Donc voilà, ça c'est nos attitudes. Parce que moi, ce que je pouvais voir, parce qu'effectivement, ça, a priori, ça n'arrive pas chez l'adulte. Nous, on a eu deux ou trois cas quand même de rétraction du cartilage. Alors quand je dis rétraction, c'est pas une rétraction embêtante sur le plan de la rétraction. C'est pas une récidive, c'est juste le cartilage qui s'enfonce un petit peu dans la caisse parce qu'il est aspiré et par sa rigidité, il tient le coup. Enfin, il n'y a pas de problème de récidive. Mais par contre, ça appuie sur le plateau, notamment des prothèses totales. Et on a eu 2-3 cas bien à distance, en fait, de 3 ans. Non, où le piston s'enfonce par la platine, en fait, avec des vertiges, des choses comme ça. À cause d'un phénomène rétractile, mais sur plusieurs années. Hein. C'est pas dans le post-op immédiat. Donc, c'est vrai que c'est pour ça qu'on a aussi une petite précaution par rapport à ça, d'autant plus sur ça on l'a parfois, des platines un peu fragiles où on voit que le cholestéatome était dessus, on voit qu'elle est un petit peu affinée, ou même parfois on a des petites fissures de platinaire, on est un peu également prudent là-dessus, et ça, indépendamment de la prise en charge du cholestéatome, c'est des cas où on va plutôt réhabiliter 1 an après également, pour éviter de mettre une pression sur une platine un petit peu fragile, justement à cause de ce problème de rétraction. Et donc 1 an après, on a le tympan qui est dans son plan, on va dire, un peu stabilisé, donc on va pouvoir mettre une prothèse totale qui est vraiment sur mesure, qui risque pas après de migrer. Moi, j'ai une question par rapport à justement la mise en place de prothèses, surtout totales, quand vous mettez le comblement, parce que comme tu as très bien dit, et ça, je pense que c'est un point hyper important, il faut vraiment combler jusque dans l'atique antérieure, ça c'est fondamental, sinon on va avoir des récidives dans la partie non comblée. Mais du coup, tu as plein de petites granules donc, si je me trompe pas, ta limite inférieure, c'est le nerf facial. Donc c'est juste à côté de la fenêtre ovale, hein, évidemment. Est-ce que c'est gênant d'une part, ou est-ce que tu n'es jamais gêné? Et si oui, comment est-ce que tu évites que tu aies 2-3 granules qui tombent dans la fenêtre ovale? Est-ce que tu fais une séparation entre ta prothèse totale et tes granules qui sont juste à côté dans l'atique? Enfin, comment tu gères cette proximité sur le plan technique? C'est une question qu'on a souvent sur les présentations qu'on fait sur le comblement. Alors, pour combler, on utilise, je pense que c'est important de le préciser, parce que le matériel qu'on utilise change un petit peu l'attitude qu'on a derrière. Donc on utilise des granules de verre bioactif, donc S53P4, qui sont proposés par Bonolive. Ça permet d'avoir un tissu de comblement déjà qui est facile à manipuler, qui est stable dans le temps et qui nous permet un bon suivi radiologique. Et facile à manipuler, c'est assez important parce que pendant la chirurgie, en fait, quand on le met, on sait que les granules par la force électrostatique, je pense, se tiennent entre eux, en fait, et ne partent pas partout. Mais il faut le bon degré d'humidification des granules, et ça, c'est un peu de l'expérience. Mais dès qu'on a trouvé ça, les granules n'ont pas tendance à tomber dans la caisse, et on ne met pas de séparation entre l'atique et la caisse pour tenir les granules. Ça, c'est une fausse idée.
Par contre, on met un cartilage pour recouvrir ensuite les granules dans la tique, pour ne pas avoir la peau qui vienne directement au contact des granules. L'objectif de ce cartilage, c'est ça. C'est pas de tenir les granules, parce que les granules ne vont pas tomber, même si on met une prothèse totale. Alors, il faut pas surcombler la tique, parce qu'il ne faut pas que le Bonolive, le comblement vienne au contact de la prothèse, effectivement. Mais les granules ne vont pas bouger dans le temps, et une fois qu'ils sont posés et fixés et qu'on a le bon degré d'humidification, la réaction se fait assez rapidement, et le tissu s'ossifie, enfin plutôt fait une pseudofibrose, et ça se met en place assez rapidement. Et donc moi, j'aime bien, encore aujourd'hui, à 1 an de la chirurgie, faire un scanner en premier lieu pour voir comment est mon comblement, pour avoir un retour de mon expérience. Et on a des publications aussi publiées là-dessus, mais moi, je le fais encore pour moi, qui suis quand même, entre guillemets, une jeune chirurgienne. Voir, et en fait, non, les granules ne bougent pas, en fait, ne sont pas partis partout, et je ne mets pas de cartilage pour fermer, isoler la tique de la caisse. Donc, je pense qu'il n'y a pas de crainte à avoir sur ça. Après, bien sûr, c'est une technique qui demande une expérience et un apprentissage, en fait, avec une courbe d'apprentissage qui vient avec le temps. Et oui, j'insiste sur le fait aussi de combler la tique antérieure. Ça, c'est très, très important, parce que les récidives qu'on a après comblement sont dans la tique antérieure, et c'est un problème de bien combler cet espace. D'ailleurs, je voulais rebondir sur quelque chose que tu as dit avant, François, où tu disais que vous pouviez avoir des rétractions du cartilage, sans parler de récidive ou de la poche de rétraction. Est-ce que tu ne penses pas que ça peut être lié au fait que chez l'enfant, il y a ce problème encore de maturation qui n'est pas terminé dans l'oreille moyenne, au niveau de la trompe d'Eustache, que finalement l'otite moyenne chronique chez l'enfant est une pathologie liée à la non-acquisition encore d'une fonction parfaite de l'oreille moyenne, alors que chez l'adulte, on a peut-être moins ce souci-là en suivi, en post-opératoire en tout cas. Voilà, c'est une très bonne question. Je te remercie de me l'avoir posée. Je pense que, parce qu'effectivement, ça a en plus un impact direct sur la réhabilitation auditive lors du suivi du patient. Sans doute, il y a les deux aspects, parce que clairement, les pathologies sont, même au sein d'une population pédiatrique, sont davantage sévères plus l'enfant est petit. Si on a un cholestéatome acquis qui est déjà développé à l'âge de 3-4 ans, donc c'est forcément, parce que ça s'est développé en moins de 3-4 ans, une pathologie extrêmement agressive. Donc et dans ces cas-là, on a quand même très souvent un problème bilatéral. Dans ces pathologies, il faut toujours évidemment regarder l'autre oreille, parce que même si on n'a pas une otite chronique aussi sévère, on a le risque de développement d'une otite chronique, et donc on a quand même très souvent au moins une otite soromuqueuse contralatérale, et voire une petite rétraction, et on a quand même plusieurs cas de cholestéatomes acquis bilatéraux. Donc ça, c'est évidemment un marqueur global d'un problème de dysfonction tubaire, parce que les deux oreilles sont atteintes. Donc, et l'âge moyen de nos cholestéatomes, c'est 7-8 ans. Donc c'est effectivement le temps que les choses se développent. C'est une maladie qui est dans la première décennie de vie, donc c'est très lié à cette temporalité de maturation de la fonction tubaire. Mais il y a sans doute un autre aspect également, parce qu'on voit à l'inverse, on a quand même aussi beaucoup de patients avec des cholestéatomes unilatéraux, donc où l'autre oreille finalement guérit sans trop de problèmes. Il y a peut-être une otite séromuqueuse pendant quelques temps, mais sans aucune conséquence. Et on a aussi et ça c'est un point important parce que c'est méconnu, des cholestéatomes congénitaux qui vont entraîner lors du suivi des poches de rétraction. Oui. Donc on voit bien que et donc c'est pas du tout une atteinte congénitale, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans l'oreille moyenne, probablement peut-être lié à l'inflammation chronique. Dans le cas du cholestéatome congénital, on a eu une inflammation locale, parce que parfois le cholestéatome congénital va boucher la trompe d'Eustache ou va affaiblir le tympan. Enfin bon, en tout cas, il y a un phénomène local, sans doute, qui se surajoute à la dysfonction tubaire qui, elle, est plutôt bilatérale.
Donc sans doute il y a un petit peu des deux et ça dans la réhabilitation de l'audition, ça nous pose un problème lors du suivi parce que même si le cholestéatome en tant que tel est bien pris en charge et stabilisé et donc tout va bien, on va avoir sur le plan auditif, possiblement de l'otite séromuqueuse qui va se surajouter à un tympan cicatriciel avec son cartilage et ses prothèses, qu'elles soient partielles ou totales. Et souvent, et on peut être très embêté par rapport à ça. Donc c'est des enfants du coup qui sont plutôt dans le suivi, donc c'est plutôt des enfants de 8 ans et plus, voire des jeunes adolescents, qui vont avoir une surdité de transmission de 40 décibels dans ces eaux-là, et on est toujours un petit peu en difficulté pour savoir est-ce que c'est la prothèse qui a bougé, donc d'autant plus si c'est une prothèse totale. Et quand je dis bouger, évidemment, je ne pense pas que au cas de figure où la prothèse a complètement disparu parce qu'il y a eu un trauma et elle s'est couchée sur le promontoire. On peut avoir des petits mouvements de le fût qui était bien centré, qui a un petit peu bougé sur le bord de la platine. Et donc pareil, on ne va pas avoir un échec de la prothèse, mais on va avoir un petit RIN de 20 ou 30 décibels qui va venir s'ajouter, qui était absent avant. On va avoir un petit RIN de 20 ou 30 décibels qui va apparaître alors qu'avant la prothèse était satisfaisante. Ce petit mouvement inframillimétrique du fût sur le bord de la platine va entraîner cette chute de l'audition. Et donc on se retrouve avec des cas où on ne sait pas trop quoi faire. Le patient a une otite séromuqueuse, en plus qu'on a du mal à vraiment diagnostiquer parce que généralement il y a un cartilage de reconstruction qui nous masque l'inflammation. Donc parfois on a une petite zone du tympan où on a du tympan natif et on voit que c'est tout jaune et inflammatoire, on se doute qu'il y a du liquide derrière. On fait le scanner, évidemment tout est gris, donc est-ce que c'est juste de la fibrose, est-ce que c'est une otite séromuqueuse complète? Donc on est parfois en difficulté même pour poser le diagnostic et en tout cas de clairement identifier quelle est la cause de cette baisse d'audition. On peut s'aider de l'oreille contralatérale, évidemment, si de l'autre côté on a également une otite séromuqueuse, ça va renforcer l'hypothèse qu'on a une inflammation globale et une otite séromuqueuse bilatérale, mais comme je disais, parfois on a une évolution unilatérale de l'inflammation qui se poursuit alors que l'autre côté a guéri, et ça on est bien embêté. Donc on a plusieurs stratégies. La première, évidemment, ce sera l'appareillage, parce que je rappelle le contexte global, c'est que le cholestéatome est guéri dans ces cas-là, donc l'oreille est sèche, généralement le conduit est tout à fait réhabilitable. On n'a pas, encore une fois, on a très peu de cas où on a un conduit très élargi, qui ne peut pas être réhabilité avec un appareillage. Donc l'appareillage va être la première solution pour ces patients-là, pour deux raisons, parce que chez l'enfant, déjà, on ne va pas forcément se jeter sur une prise en charge chirurgicale s'il n'y a pas, comme un cholestéatome, on est obligé d'y aller. Là, c'est une réhabilitation purement fonctionnelle. Donc, chez l'enfant jeune de moins de 7-8 ans, on considère qu'ils ne sont pas forcément encore assez matures pour prendre une décision où il y a quand même malgré tout un risque sur le plan auditif. On ne peut pas exclure que la chirurgie n'induise pas une cophose ou autre, donc même si c'est exceptionnel, il faut que l'enfant ait bien compris le risque, soit demandeur d'une prise en charge chirurgicale pour le réhabiliter. Donc l'appareillage sera vraiment la première des solutions. Donc je disais, pourquoi l'appareillage? Parce que chez le jeune enfant, il faut quand même qu'il y ait un projet chirurgical fonctionnel qui soit demandé par le patient, c'est pas toujours le cas. L'appareillage chez le jeune enfant, ou en tout cas avant l'adolescence, est extrêmement bien toléré sur le plan social, ça pose aucun problème, les enfants le portent volontiers, donc après à l'adolescence ça peut changer, mais jusqu'à l'adolescence ça se passe très bien, c'est très satisfaisant. Et l'autre aspect, c'est que si la cause est une inflammation avec de l'otite séromuqueuse, ça peut être fluctuant aussi. Donc qu'est-ce qu'on va faire chirurgicalement? On pense que c'est la prothèse, mais en fait elle était bien, et en fait c'était juste l'otite séromuqueuse. Donc généralement aussi on va se donner du temps, on va appareiller l'enfant pour que l'audition soit parfaite pour l'école et l'apprentissage, et puis on va surveiller, on va se donner quelques années de suivi pour voir comment ça évolue, et on peut très bien avoir quelque chose de spontanément résolutif avec une otite séromuqueuse qui va spontanément disparaître. Donc ça c'est la première solution, et généralement c'est celle qu'on préfère, au moins pour les premiers temps, de se donner un peu de recul. Ensuite, on peut avoir deux autres solutions. Ça va être
l'aérateur transtympanique. On a une otite siromuqueuse, c'est le traitement classique. La difficulté, évidemment, c'est sur un tympan qui est reconstruit avec du cartilage. Donc on va jamais, et ça c'est un message important, on va jamais fendre un cartilage pour mettre un aérateur en transcartilagineux, hein. Ça c'est jamais bon. Pourquoi? Parce qu'on a mis un cartilage pour une raison, c'est pour donner de la rigidité au tympan. Si on affaiblit une zone du cartilage, on s'expose à une récidive via cette perforation. Donc ça c'est jamais réalisé. On peut mettre un aérateur dans une petite zone de tympan natif qu'on aurait laissé, ça c'est une possibilité. Et après on a l'autre possibilité, c'est de faire un petit tunnel sous le cartilage, donc de mettre un aérateur sous-annulaire. Donc ça, c'est une solution qui peut être satisfaisante. Donc on s'expose après au risque de l'aérateur dans ces cas-là. Hein. Donc encore une fois, donc les risques de l'aérateur dans ce cas-là, les premiers, ça va être d'affaiblir le tympan et donc d'avoir possiblement une poche de rétraction. Et c'est des oreilles par nature, parce qu'on est dans ce cas de figure-là, actives, inflammatoires, et donc on a un risque d'extrusion de l'aérateur qui est assez important. Même les aérateurs sous-annulaires. Donc parfois, on met l'aérateur, on est très content, le patient est très content, et puis 3 mois après, l'aérateur a été expulsé, donc on se retrouve dans une situation, la même situation qu'avant. Et donc la troisième solution, mais qui encore nécessite des données scientifiques, je pense, pour la proposer vraiment en connaissance de cause, c'est la dilatation tubaire. On est, comme je disais, dans un cas de figure, on n'est pas tout à fait clair. Est-ce que c'est vraiment une dysfonction tubaire ou est-ce que c'est une pathologie inflammatoire de la caisse? Donc dans ce cas-là, la dilatation va rien changer. On manque de données dans ces indications-là. Les études qui ont été réalisées, déjà il n'y en a pas beaucoup, sur la dilatation tubaire chez l'enfant sont surtout dans des cas de dysfonction tubaire avérée bilatérale, donc en alternative à la pose d'aérateur ou pour essayer d'améliorer l'efficacité de l'aérateur, mais il n'y a aucune donnée sur les otites chroniques de l'enfant. Donc pour l'instant, la théorie est séduisante, mais il n'y a pas de données fiables là-dessus. Donc, mais ça reste une solution peut-être à proposer, peut-être également en complément à l'aérateur, parce que à la différence de l'adulte, évidemment, l'aérateur chez l'enfant est souvent mis sous anesthésie générale. Donc c'est vrai que ça devient licite de proposer dans le même temps éventuellement une dilatation et un aérateur, sans savoir exactement ce qui va améliorer le patient si le patient s'améliore, mais pour essayer de maximiser les chances et au moins au minimum pour essayer de lutter contre le risque d'extrusion de l'aérateur. Bon, j'insiste bien que là-dessus, on est vraiment sur de l'analyse et il n'y a pas de données qui permettent d'affirmer que la dilatation soit une solution pérenne ou même une solution valide. Si, encore une fois, on pense au phénomène vraiment local inflammatoire de l'oreille. Là, on n'a pas de recul là-dessus, mais je rejoins ce que tu disais auparavant sur le comblement. C'est vrai que pour l'instant, on n'a pas suffisamment de patients avec un suivi suffisamment long pour évaluer le bénéfice du comblement sur cet aspect inflammatoire local. Est-ce que le fait de combler l'oreille au premier ou voire même au deuxième temps réduit la survenue de ces inflammations locales, de ces otites siromuqueuses dans le suivi? Ça sera quelque chose d'intéressant à évaluer. Ouais. En tout cas, nous, c'est une de nos hypothèses, même si on n'a pas d'études qui le montrent aujourd'hui, on a quand même ce sentiment que depuis qu'on comble et qu'on comble correctement l'épitympan, la mastoïde, on arrive à obtenir une aération correcte de l'oreille moyenne. Et on a beaucoup moins ce problème, je pense, d'otite séreuse post-opératoire sur nos oreilles. Donc nous, ça m'arrive jamais de mettre un aérateur transtympanique à un patient que j'ai opéré d'un cholestéatome. Au final, la pose d'aérateur transtympanique chez l'adulte est relativement rare. C'est rare d'avoir des OSM, sauf cas particulier, post-radiothérapie, autre pathologie. Mais sinon, ça reste quelque chose d'assez rare chez l'adulte, l'OSM, même après cholestéatome. Et oui, je te rejoins tout à fait sur l'idée de la dysfonction tubaire dans l'otite chronique. Certes, c'est une hypothèse, mais je pense qu'il y en a plein d'autres dans la physiopathologie du cholestéatome.
et que la dysfonction tubulaire est bien loin de tout expliquer, et notamment les problèmes de maladie de la muqueuse et des échanges gazeux dans l'oreille moyenne ne peuvent pas être juste reliés à la trompe de Stage, sinon on aurait résolu le problème du cholestéatome depuis longtemps. Ouais, moi, il y avait un point que je voulais te demander chez l'adulte, parce que ça, c'est vrai vu qu'on a très peu de cavité d'évitement chez l'enfant, et puis on a, a fortiori, une durée de suivi qui est limitée à une vingtaine d'années. Chez l'adulte, notamment les patients qui ont été pris en charge pour le cholestéatome, et avec un cholestéatome qui est guéri il y a 10, 20, par 30 ans ou plus, je pense que tu as beaucoup de patients qui ont des cavités d'évitement plus ou moins stable d'ailleurs, avec des difficultés d'appareillage évidents, parce que c'est sale ou parce que sur le plan anatomique c'est difficile à appareiller. Comment est-ce que tu prends en charge ces patients-là, justement sur le plan auditif, avec tes nouveaux outils de comblement et autres? Est-ce que tu arrives à leur proposer des solutions justement pour la réhabilitation auditive? Oui, c'est une très bonne question et un très bon sujet parce que je pense un peu méconnu, notamment par les ORL. Aujourd'hui, les cavités d'évitement, on n'en fait plus, comme on l'a dit, puisque quand on fait une technique ouverte, à minima et on la comble. Et ces patients qui ont eu des anciennes techniques ouvertes il y a longtemps, que nous ne pratiquons plus, on les voit quand même en consultation parce que c'est des patients qui nécessitent des soins, des aspirations régulières de leur cavité, mais c'est aussi des patients qui vont avoir une oreille qui coule, donc une difficulté à appareiller. Et du fait de la cavité aussi, on sait que le gain auditif avec les prothèses conventionnelles est réduit. Et un autre point important aussi, c'est les vertiges. C'est des patients qui vont se plaindre de vertiges parce qu'il y a une mise à découvert du canal semi-circulaire latéral dans les cavités. C'est le principe de la cavité d'évitement. Et donc, les moins de coups d'air ou les soins instrumentaux ou l'eau va provoquer des vertiges. Ces patients, ce qui peuvent être très invalidants. Donc, tous ces points nous ont amenés à réfléchir à qu'est-ce qu'on pourrait proposer à ces patients maintenant qu'on peut combler ces cavités pour réduire tous ces problèmes. Et on a de plus en plus de patients qu'on opère de réhabilitation de cavité d'évitement. Donc, le principe, c'est de venir reconstruire toute la cavité avec les granules de verre bioactif. Donc on enlève toute la peau qui recouvrait la cavité et on vient reconstruire en fait un conduit auditif externe quasiment normal en mettant les granules pour combler la cavité et en recouvrant ensuite ces granules par du cartilage pour avoir une réépidermisation sur le cartilage de la peau, du conduit. Ça permet aussi de faire un temps de caisse pendant cette chirurgie, notamment si le patient avait une grosse surdité. Alors encore une fois, il faut bien informer le patient que l'objectif de la chirurgie n'est pas l'audition, mais qu'on va voir ce qu'on peut faire dans son cas et d'aller explorer la chaîne et de voir si on peut mettre en place une prothèse ou réhabiliter l'audition. Donc c'est-à-dire, juste pour préciser, donc tu réhabilites la cavité et la micro-caisse qui est par définition la micro-caisse qu'on fait quand on fait une cavité d'évitement, tu la réhabilites également en fait, tu rétablis une cavité tympanique en fait. Oui. Ouais. Et on vient mettre une prothèse si on a besoin. En général, c'est des patients qui n'ont plus d'osselets, enfin en tout cas plus de marteau et plus d'enclume, peut-être un étrier. On vient voir ce qui se passe. Et on peut avoir des très bons résultats auditifs. J'ai des cas de patients qui avaient une cavité d'évitement depuis 20, 30 ans, qui coulent, qui veulent se faire opérer, qui ont un RIN de 50 décibels, qu'on arrive à fermer grâce à la chirurgie et qui ne portent plus besoin d'appareil en post-opératoire. C'est des cas exceptionnels, mais ça arrive. Donc, c'est quand même une chirurgie qu'on doit pouvoir proposer aujourd'hui parce que, elle améliore la qualité de vie du patient. Le patient peut ensuite mouiller son oreille, ce qu'il n'a pas pu faire pendant des années, n'a plus ces problèmes de vertige, n'a plus ce problème d'autoré chronique et, si nécessaire, va pouvoir avoir une réhabilitation de l'audition avec des prothèses conventionnelles en conduction aérienne, avec un meilleur gain prothétique du fait qu'on réduit la cavité, donc on améliore les performances de l'appareillage en réduisant cette qualité. Plus, l'oreille étant sèche, on peut porter un appareillage sans avoir les problèmes du conduit auditif externe. Donc
Aujourd'hui, alors ça reste une technique chirurgicale difficile, hein. Il faut être expérimenté en comblement, il ne faut pas commencer par ça parce que c'est pour le coup les chirurgies de comblement les plus difficiles, notamment si on est face à une cavité d'évitement bien faite, donc très large, avec un gros abaissement du mur du facial, parce que la reconstruction va être d'autant plus importante. Voilà. Et donc en général, réhabiliter cette cavité d'évitement va permettre de stabiliser l'oreille et de pouvoir proposer un appareillage conventionnel si c'est nécessaire par la suite au patient. Bien sûr, sur ces cavités d'évitement, on pourrait se poser la question d'un appareillage en conduction osseuse directement, sans passer par la réhabilitation, mais du coup, on ne modifie pas tous les autres critères dont on a parlé, c'est-à-dire les soins de cavité, qui sont quand même un coût pour la sécurité c'est contraignant sociale, en plus contraignant pour les patients. les vertiges et le fait de pouvoir mouiller l'oreille. Je pense que c'est quelque chose d'important pour les patients qui peuvent avoir uniquement cette demande de pouvoir se baigner. En fait, il y en a vraiment, notamment les patients jeunes. Mais même chez les patients âgés, en fait, pouvoir porter un appareil auditif conventionnel et donc éviter tous les problèmes aussi cutanés qu'on peut avoir avec les conductions osseuses percutanées, donc la BHA ou la ponto, sont importants. Il y a des gens qui ne veulent pas d'avoir une vis qui sort de la tête et avoir juste un appareillage conventionnel. Donc c'est vraiment... En tout cas, moi, aujourd'hui, si je vois un patient qui a une cavité d'évitement, la première chose que je vais lui proposer, avec bien sûr toujours cette précision de on n'opère pas pour améliorer l'audition, on opère pour restaurer une anatomie de l'oreille, ce qui est faisable, l'anatomie normale et du conduit auditif externe, et si nécessaire, pouvoir appareiller en conventionnel. Après, si le patient refuse, il y a toujours cette possibilité d'essayer un appareillage conventionnel si la cavité est stable. Il faut que la cavité soit stable, c'est envisageable, mais il faut être prudent parce qu'il faut... le meilleur gain prothétique qu'on va avoir, ça va être avec un embout sur mesure qui va nécessiter un moulage. Il faut faire attention pour les audioprothésistes au moulage sur ces cavités qui peuvent être difficiles, avec une anatomie difficile. Et puis il y a toujours ce problème de possibles résultats avec la résonance qui n'est pas bonne dans la cavité et qui va être une grosse variabilité en fait interindividuelle, donc un appareillage qui est compliqué pour l'audioprothésiste. Et si la cavité est instable et que le patient ne veut pas se faire opérer, ne veut pas de réhabilitation, il y en a qui ne veulent plus se faire opérer, qui ont déjà été opérés trop de fois avant, et ben dans ce cas, on peut passer à l'appareillage en conduction osseuse si celui-ci est bien toléré. Et peut-être pour conclure le dernier point, ça c'est pareil, on n'a pas beaucoup chez l'enfant, mais je pense qu'avec une otite chronique évolutive, tu en as un certain nombre, c'est les surdités mixtes. Tu parlais notamment si la platine est fixée, dans certains cas tu peux avoir une surdité de perception, il y a l'inflammation qui se surajoute. Est-ce que tu as une attitude particulière pour ces patients-là? Tu veux dire quand on a une surdité mixte qui persiste après une prise en charge chirurgicale? Oui, c'est ça, Du coup, la chirurgie va peut-être permettre d'améliorer une petite part de la neurosensorielle à la surdité, donc de fermer l'urine, ça peut déjà aider un petit peu. Et si on a une surdité mixte ou perceptionnelle qui persiste, vu qu'on peut avoir réussi à fermer l'urine, après la chirurgie, on va proposer un appareillage conventionnel dans le suivi pour pallier à ça, pour symétriser les deux oreilles, pour améliorer le patient sur ce point-là. Et vu qu'on aura stabilisé l'oreille par notre chirurgie, cet appareillage conventionnel est normalement bien toléré sans les problématiques du conduit auditif externe. Si on en avait encore, on peut toujours proposer, si la CO est mesurable, l'appareillage en conduction osseuse. C'est les rares cas où on peut en avoir besoin. Ouais, c'est ça, parce que du coup, c'est quand même hyper intéressant parce que tu promets pas une réhabilitation auditive parfaite avec la chirurgie du comblement, mais avec la chirurgie de réhabilitation de caisse, mais par contre, tu peux quand même plus ou moins garantir un appareillage optimal derrière, que ce soit au niveau du confort et puis au niveau de l'efficacité de l'appareillage. Donc c'est hyper intéressant que ce soit effectivement purement transcriptionnel ou mixte. Le patient a quand même un bénéfice auditif, même si chirurgicalement, tu peux l'améliorer, mais tu peux pas le promettre. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant. Ah oui, c'est d'où l'intérêt de réhabiliter ces cavités d'évitement qui sont le cauchemar entre guillemets des audioprothésistes parce qu'elles sont très dures
à appareiller, parce Mmh, mmh, que c'est des oreilles instables, c'est des oreilles qui coulent, c'est la cavité, comme on disait, qui fait une distorsion du son importante. Et donc, réhabiliter une cavité va faciliter un appareillage ultérieur. Mmh. Que ce soit sur une cavité stable ou instable, en fait. Voilà. Bon, bah, parfait, je pense qu'on a fait le tour Sujet. du sujet. Merci, merci Laura. Merci François et merci l'équipe. Merci à Vivasson.